Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cet événement annuel d'Efficacity, l'Efficacity Day 2021. Donc je suis évidemment très heureux d'ouvrir cet événement que nous attendions depuis 2 ans, puisque nous faisons chaque année, sauf l'année dernière. Et voilà, donc c'est la première fois que nous nous retrouvons. Cet événement est l'occasion de rassembler toutes les équipes d'Efficacity, ainsi qu'un certain nombre de nos partenaires, l'État, donc je remercie le SGPI pour sa présence, et un certain nombre de nos membres publics et privés. Alors, avant de démarrer, je voudrais simplement remercier les organisateurs de cet événement, parce que vous doutez qu'en plus, pour le premier événement hybride, présentiel, distanciel d'Efficacity, voilà, il y a eu tout un tas de détails à régler. Donc, merci beaucoup à Florence, à l'équipe communication, Kian, Anne, Océane, également à Jean-Baptiste, qui n'est pas là parmi nous physiquement, mais qui est en live parce qu'il a la petite Olivia qui est un petit peu malade, mais tout va bien. Et j'en profite pour dire qu'après 7 années de bons et loyaux services, Jean-Baptiste va voler vers d'autres cieux, et nous sommes très heureux d'accueillir Marie, qui donc va succéder à Jean-Baptiste, et qui, pour son arrivée, pour la remercier, nous organisons cet Efficacity Day. Voilà, donc bienvenue Marie, et nous aurons bien sûr l'occasion de remercier Jean-Baptiste à l'issue du prochain conseil d'administration. Alors, l'objectif de cette rencontre aujourd'hui, c'est de partager avec les équipes et avec un certain nombre de partenaires là où nous en sommes aujourd'hui. Et si on devait résumer en un seul mot, ce n'est pas l'âge de raison, puisque vous savez qu'en termes d'innovation, on parle beaucoup de maturité. Donc c'est l'âge de la maturité. Et vous allez comprendre pourquoi au fil des interventions, parce que nous avons des premiers résultats depuis cette année en particulier. Et l'objectif pour nous, c'est maintenant de les diffuser, de les déployer à grande échelle. Alors pourquoi cela? Et ça va être mes premières diapos. Parce qu'on nous le demande, parce que l'urgence climatique nous le demande. Et je vais commencer juste par rappeler, dans le contexte que vous connaissez bien, de la sortie du dernier rapport du GIEC et de la COP26, de rappeler voilà, qu'est-ce qui nous fait nous lever tôt le matin et nous coucher tard le soir, qu'est-ce qui nous motive dans cette aventure d'Efficacity, c'est qu'il y a des attentes très très fortes en matière d'accélération de la transition énergétique en France et au-delà. Donc quelques rappels. Ces rappels sont d'ailleurs intéressants à faire, je dirais, à l'occasion de toutes vos interventions. La pédagogie en la matière est vraiment utile. Vous connaissez le sujet, il n'est pas si simple, donc n'hésitez pas, à vous aussi, lors de vos interventions, à rappeler voilà, quels sont les enjeux climatiques. Donc très rapidement, que nous dit le GIEC ? D'abord, c'est inédit, et ça mérite d'être souligné. Le consensus scientifique est maintenant total sur la responsabilité de l'activité humaine pour donc le réchauffement climatique, en anglais unequivocal. Donc il y a toute une gradation en matière de probabilité, de certitude scientifique. Donc on en est là. Je pense que dans la salle, vous le saviez déjà, mais c'est une avancée importante. Ce que nous dit également le GIEC, et en particulier Valérie Masson-Delmotte, la coprésidente du groupe 1 qui a remis son rapport en août dernier, c'est que chaque dixième de degré compte. Voilà, c'est important. Pourquoi ? Ce n'est pas intuitif, c'est ça le problème. Chaque dixième de degré compte. Si on revient juste au schéma d'avant, vous voyez qu'il y a une dizaine d'années, on était à moins 1 dixième ou moins 2 dixièmes de la température actuelle, puisqu'aujourd'hui on est à 1 plus 1,1 degré au-dessus des températures pré-industrielles. Vous avez bien en tête que le climat n'était pas exactement le même qu'aujourd'hui, malheureusement. Voilà, les incendies massifs chaque année, les canicules, les tempêtes, les sécheresses, les inondations, etc. En 10 ans, ça a évolué. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? À peu près 0,2 degrés de plus. Et c'est en train de s'accélérer. Donc la raison, en fait, c'est que ce n'est pas linéaire, et que chaque dixième de degré peut avoir des conséquences absolument massives. Et c'est pour ça qu'il faut être extrêmement actif dans l'accélération de la transition.
Et de façon très concrète, ça se traduit comment? Si on veut limiter le réchauffement climatique, je dirais, aux deux scénarios qui sont en bleu, hein, donc qui ne dépassent pas 1,5 degré ou bien en dessous de 2, hein, et well below, comme on dit en anglais. Donc qu'est-ce que ça veut dire well below? En gros, c'est 1,7. Et donc si on veut rester dans ces scénarios de 1,5 ou 1,7, eh bien, qu'est-ce qui nous reste à mettre dans l'atmosphère, ce qu'on appelle le budget carbone? Eh bien, il ne nous reste que, si on veut avoir 2/3 de chance de rester en dessous de ces seuils, il ne nous reste que 400 à 700 milliards de tonnes de CO2. Voilà. Et donc c'est un budget qu'il ne faut en aucun cas dépasser, mais c'est un budget qui est extrêmement limité quand on sait qu'aujourd'hui, le niveau annuel est de l'ordre de 40 milliards de tonnes de CO2. Donc vous voyez, 10 ans ou 15 ans et c'est terminé. Et donc qu'est-ce que ça implique maintenant sur le plan opérationnel? Ça implique que chaque pays définisse une trajectoire de réduction de ses émissions de CO2 compatible avec cet objectif mondial. Qu'est-ce que ça implique pour la France? Puisque la France, comme vous le savez, est notre laboratoire. C'est en France que nous inventons toutes ces méthodes qui vont permettre d'accélérer la transition énergétique, avec évidemment une vocation à les déployer dans le monde entier, mais déjà on travaille sur la France. Qu'est-ce que ça implique pour la France? Eh bien, ça implique quelque chose de totalement inédit. C'est que pour la première fois, la trajectoire qui est en rouge, je vais vous la décrire juste après, elle n'est plus linéaire, elle est convexe, pour ceux qui se rappellent de leur cours de géométrie. Mais c'est totalement inédit, hein. Jusqu'à maintenant, la stratégie bas carbone, hein, vous la voyez en vert, hein, la stratégie bas carbone qui a été recalée en 2020, donc prévoyait d'aller vers la neutralité carbone en 2050, donc à peu près à un niveau de 80 millions de tonnes de CO2 qui peuvent être émises chaque année, sachant qu'il y a des, voilà, il y a des compensations au niveau des puits de carbone. Enfin, il y a des plus et des moins, ce n'est pas des compensations. Donc cet objectif de neutralité à 2050, on l'atteignait par une courbe linéaire, hein. Alors déjà, c'était une courbe qui avait une certaine pente, mais voilà, ça c'était jusqu'à la COP26 et jusqu'à la confirmation des nouveaux engagements européens. Alors certes, qui ne se sont pas déjà traduits par des engagements législatifs, hein, au niveau français et pas dans une SNBC révisée, mais c'est évidemment vers ça que l'on tend. Donc vous voyez, on passe de la courbe verte à la courbe rouge, et donc on va vraiment commencer à avoir une pente qui est très violente et qui doit commencer demain. Voilà, c'est toute la difficulté de l'exercice, hein. C'est évidemment une trajectoire à la fois très ambitieuse, mais tout à fait nécessaire. Alors juste quelques chiffres. Ça veut dire, c'est dans le titre de cette diapo, un triplement de l'effort. C'est énorme, un triplement de l'effort constaté depuis 15 ans. Donc ce qui est en jaune, les chiffres, c'est ce que l'on fait depuis 15 ans. Donc la référence, vous savez, c'est 1990. Ça fait 30 ans. Pendant 15 ans, je ne vais pas dire qu'il ne s'est rien passé, mais on a stagné au niveau des émissions totales. Alors on peut dire que la population a augmenté, certes, mais c'est comme les émissions qu'il faut réduire. Et à partir de 2005, on a eu une certaine décrue, hein, mais limitée finalement en moyenne à 1,7% par an. Voilà. Ce qu'il fallait faire jusqu'à maintenant dans le cadre de la SNBC, pour atteindre l'objectif qui était de moins 40%, c'est la courbe verte, donc c'est moins 3% par an. Et ce qu'il faut faire maintenant, pour atteindre le nouvel objectif qui va prochainement donc être acté dans une SNBC révisée, eh bien c'est moins 5% par an. Donc c'est bien un triplement de l'effort. Donc ça, c'est un premier aspect de la difficulté de l'exercice. Un deuxième aspect, c'est que malheureusement, plus on réduit, plus c'est difficile de réduire. Surtout quand on sait que ce qui s'est fait depuis 15 ans en matière de réduction, c'est en partie parce qu'on a déplacé le problème ailleurs, parce qu'on a délocalisé une partie de l'industrie. Ce n'est pas qu'un effort d'efficacité énergétique ou carbone. Donc ça veut dire que cet effort va être difficile, mais encore une fois, cet effort est absolument nécessaire. Ça va nécessiter, vous le savez, hein, une transformation majeure, hein, de notre société, de nos modes de production, de consommation, de transport, etc. Voilà, donc ça, c'est juste pour vous rappeler le contexte, que vous connaissez bien sûr, mais c'est intéressant de rappeler à la lumière, hein, des événements récents, hein, donc 6e rapport d'évaluation du GIEC et COP26. Tout ça, qu'est-ce que ça veut dire pour Efficacity? Je pense que ça veut simplement dire que ce que nous indiquions à l'origine d'Efficacity, hein, quand Claude disait « ça sert à quoi Efficacity ?» il disait « ça sert à apporter une contribution significative
à la transition énergétique, à la réduction voilà, des consommations, etc. On parlait à l'époque de faire moins 20%. Aujourd'hui, on est à moins 55%. Hein. Mais déjà, à l'époque, voilà, on était sur un schéma voilà, un peu moins violent. Et on disait qu'Efficacity allait contribuer, pour donner un ordre de grandeur, peut-être pour moitié. Et donc, c'était bien l'idée d'une contribution significative. Quand on voit l'urgence climatique qui est rappelée aujourd'hui, qui est confirmée, on voit bien l'importance de nos travaux, puisque la maturité que j'expliquais tout au début, ça veut bien dire qu'aujourd'hui, nous avons la capacité d'influer de manière significative sur l'accélération de la transition énergétique en France. Donc voilà notre mission. Comment est-ce que nous proposons de remplir cette mission? Donc je rappelle nos 3 grandes activités. Les villes, quand elles investissent, elles le font à différentes échelles et la plupart du temps, là où quand ça a un effet important, à l'échelle du quartier, à l'échelle du projet urbain. Donc déjà, on a historiquement des travaux très importants à cette échelle. Par ailleurs, les villes planifient leur développement à l'échelle de la ville ou de l'agglomération. Et donc, on a initié depuis un an des travaux à cette échelle. Et tout ça ne suffit pas. Il ne suffit pas d'avoir les meilleurs outils du monde hein, pour optimiser les projets, pour optimiser ces stratégies en fonction des solutions existantes. Il faut aussi préparer l'avenir et innover, avoir des solutions, voilà, préparer les solutions de demain. Et donc, on a aussi un rôle pour faire émerger ces solutions innovantes par toute une activité autour de l'expérimentation, de l'évaluation et de la réplication des solutions innovantes. Donc voilà les 3 façons que nous avons de contribuer à cet enjeu d'accélération de la stratégie bas carbone en France avec ces 3 pôles dans lesquels nous avons aujourd'hui un bilan, pour lesquels nous avons aujourd'hui déjà un bilan très positif et bien sûr une très grande ambition. Et donc, dans les 10 minutes qui viennent, je vais donner quelques éléments sur chacun de ces 3 pôles. Et ensuite, comme vous le savez dans le programme, nous aurons des illustrations au travers de témoignages de nos partenaires sur la plupart de nos activités que je vais résumer tout de suite. Alors, tout d'abord, au niveau de notre activité historique, à l'échelle quartier, nous avons réussi, donc bravo, nous avons réussi à rendre opérationnelle une nouvelle chaîne d'outils, une chaîne complète, une chaîne d'outils de nouvelle génération d'aide à la conception de quartiers bas carbone. Donc Eric Perrano, qui pilote le pôle quartier bas carbone, rentrera un peu dans le détail avec l'exemple de Monaco, mais cette chaîne, vraiment, elle est très robuste scientifiquement, elle permet de faire des évaluations, des calculs très précis, et elle est surtout totalement opérationnelle, puisque vous connaissez bien notre vocation, c'est la science, la R&D au service de l'action. Voilà. Et donc, toute cette chaîne a une dimension à la fois énergie, avec Energy Mapper, Energy Screener, PowerDisk, qui sont chaînés, et puis Urban Print, qui regarde au-delà de l'énergie l'ensemble des composantes d'un quartier et permet de prendre les bonnes décisions pour limiter son empreinte environnementale. Donc, cette chaîne est opérationnelle aujourd'hui, et elle a une grande plus-value. Si je résume en 3 mots la plus-value de cette chaîne, encore une fois qui vous sera présentée de manière plus détaillée tout à l'heure, d'abord c'est l'exhaustivité, la neutralité des solutions proposées, et ça c'est très important, d'abord pour avoir les meilleures solutions, et aussi pour donner confiance à tous les acteurs, puisque la plupart des acteurs territoriaux aujourd'hui ont des ambitions très fortes, mais ne savent pas bien quelles actions mettre en œuvre. Et donc nos outils ont ce rôle hein, de prendre en compte l'ensemble du champ des possibles hein, qui augmente chaque jour. On ne privilégie pas une solution plutôt qu'une autre, mais vraiment, nous regardons ce qui est le plus adapté au niveau, au niveau du projet en question. Deuxième plus-value forte, donc ça c'est toute la science qu'il y a à l'intérieur de ces outils, c'est vraiment d'optimiser les solutions, la stratégie énergétique proposée pour un quartier donné. Et quand je dis optimiser, ça veut dire dans le champ des possibles qui est très vaste, choisir vraiment là où les meilleures solutions. Et enfin, de façon très pragmatique, alors oui, je ne l'ai pas mentionné, mais l'optimisation a de nombreux aspects. Un des aspects, c'est vraiment de limiter les coûts des projets. Voilà, d'avoir des projets qui ont le meilleur impact environnemental à coût contraint, bien entendu, et en particulier, ça passe par un dimensionnement optimisé du projet, donc pour éviter
tout surdimensionnement qui pourrait obérer la réalisation, la faisabilité économique du projet. Et puis c'est aussi un gain de temps important pour les utilisateurs. Ça c'est important, pourquoi ? Parce qu'on peut avoir les meilleurs outils du monde. S'ils ne sont pas utilisés, et notre ambition c'est qu'ils soient utilisés à grande échelle, ben, on n'aura pas d'impact. Et donc il faut que ces outils soient ergonomiques et soient faciles et rapides d'utilisation, ce qui est le cas. Alors, je ne vais pas vous indiquer la dizaine d'opérations qui est en cours, et parce que ça serait trop long, mais nous avons, dans notre démarche de recherche-action, nous avons, depuis le début, travaillé avec des territoires pilotes pour concevoir et pour tester ces outils. Et voilà quelques exemples. Donc, Energy Screener a été utilisé en vrai, à Toulouse, pour un projet porté, un grand projet urbain porté par l'aménageur Europolia. Et c'est vraiment cet outil qui a permis à cet aménageur de prendre les bonnes décisions. Et ça, c'est très important puisque ça valide la plus-value de cet outil. De la même façon, vous le verrez juste après, l'outil Power10 est utilisé en ce moment pour trouver les meilleures stratégies énergétiques à l'échelle d'un premier quartier à Monaco. Et on verra toute la plus-value. Et puis, pour ce qui est d'Urban Print, il y a une dizaine de projets pilotes. Là, j'ai cité deux aménageurs importants, Marne-la-Vallée et Euromède, mais il y en a une dizaine. Donc la plus-value de ces outils est reconnue par les territoires pilotes avec lesquels nous travaillons. Elle est par ailleurs reconnue, et c'est très important quand on vise un déploiement à grande échelle, elle est par ailleurs reconnue par les grands acteurs institutionnels et techniques du domaine de la transition énergétique en France, donc bien sûr le ministère de la Transition écologique, l'ADEME, la FNCCR, à tel point que nous sommes sur le point de lancer des appels à manifestation d'intérêt spécifiquement pour tester et déployer à grande échelle ces outils. Donc ça, c'est vraiment la phase de déploiement qui démarre et c'est extrêmement important. Alors, dernière diapo sur cette activité, encore une fois, qui a longtemps été l'activité principale, historique d'Efficacity, la mise au point de cette chaîne d'outils de nouvelle génération pour aider à concevoir des projets urbains qui soient les meilleurs en termes d'impact environnemental et dans un contexte économique bien sûr donné, nous voulons déployer à grande échelle. Et l'ambition, elle est simple. Il faut que le plus rapidement possible, tous les projets urbains, dorénavant, utilisent ce type d'outils pour maximiser leur performance énergétique et minimiser leur empreinte environnementale. Tous les projets urbains. Vous vous rappelez des enjeux de l'urgence climatique que j'ai indiqués tout au début. On ne peut pas, il n'y a pas de demi-mesure. Ça sera très compliqué, mais il faut absolument qu'on utilise maintenant ces outils qui permettent d'optimiser ces projets. Voilà. Et c'est toute l'ambition de ces prochains mois et de ces prochaines années. Donc de faire en sorte que les pratiques changent à grande échelle et que l'on puisse vraiment avoir ces nouvelles méthodes, donc en particulier la simulation énergétique détaillée, ce qu'on appelle la simulation dynamique, et puis le calcul d'impact environnemental précis en ACV qui soit utilisé systématiquement par tous les projets urbains, ce qui est le cas à l'échelle bâtiment, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui à l'échelle quartier. Quelques mots maintenant sur des activités plus récentes, mais qui également ont montré des premiers résultats. D'abord à l'échelle des villes et ensuite en matière d'innovation. Alors à l'échelle des villes, nous faisons deux choses. D'abord, nous venons d'initier tout un travail qui va permettre, comme nous le faisons à l'échelle quartier, d'outiller les acteurs pour les aider à l'échelle de la planification urbaine, c'est-à-dire de développer vraiment une boîte à outils efficace pour les collectivités qui développent des stratégies de planification bas carbone à moyen long terme. Donc nous avons démarré ce projet il y a à peu près un an, donc en particulier en recrutant Matthew Walden, là, qui est ici. On l'a trouvé en Ohio, on a trouvé qu'il faisait un bon travail en Ohio et donc on l'a ramené ici. Et donc ce qui a été fait avec Matthew et Charline, c'est déjà de faire un état des lieux de l'existant, parce qu'il y a beaucoup de choses, donc il faut déjà améliorer l'existant si on veut aller vite, et de discuter avec l'ensemble des acteurs, il y en a de nombreux qui travaillent à cette échelle, en France et en Europe, pour trouver vraiment la meilleure façon de ce qu'on va faire à partir de 2020, de tester ce qui existe et de voir comment rapidement améliorer ces outils pour aider les collectivités à avoir des stratégies bas carbone beaucoup plus ambitieuses et beaucoup plus opérationnelles. Première activité à cette échelle. Et deuxième activité, et là ça déborde le champ de la transition énergétique, c'est de permettre aux collectivités de piloter de manière efficace l'ensemble de leur politique de développement durable, au travers du développement d'un label européen sur la ville durable, donc encore une fois à cette échelle de la ville.
Pourquoi ? En 2 mots, vous ne pouvez pas avoir une politique de développement de votre ville uniquement axée sur l'ambition climatique. Donc, en tant qu'Institut pour la transition énergétique, bien sûr, pour nous, c'est la priorité, mais pour que ça marche, il faut que ces politiques de développement à l'échelle d'une collectivité soient équilibrées, soient justes. Et donc, il faut également que les collectivités soient mieux outillées pour améliorer le pilotage de l'ensemble de leur politique, à la fois sur, bien sûr, les enjeux climatiques, mais également sur les enjeux sociaux, économiques et de résilience, d'innovation, etc. Voilà, donc c'est cette ambition que nous avons, et nous avons travaillé pendant 2 ans avec le CEREMA pour développer un label qui, pour l'instant, a été expérimenté en France, mais qui a vraiment une vocation européenne. Au-delà d'aider les collectivités dans leur politique, évidemment, ce label mettra en valeur la qualité des villes européennes et le savoir-faire des entreprises européennes, ce qui est évidemment très important dans la concurrence internationale. Alors, où est-ce que nous en sommes ? En 2021, nous avons fait un très grand travail pour fédérer les très nombreux acteurs, vous voyez un certain nombre de logos en haut à droite, qui travaillent sur ce sujet. Nous avons aussi beaucoup travaillé avec l'organe européen European Energy Award, qui développe aujourd'hui la partie du label qui existe en fait, qui concerne tout l'aspect énergie-environnement, qui s'appelle donc European Energy Award et Citergy en France, maintenant label climat, air, énergie, porté par l'ADEME. Et nous avons expérimenté ce label en France avec un certain nombre de collectivités. Et notre ambition pour 2022, elle est très forte, puisque nous souhaitons déployer le label, lancer le label au premier semestre 2022 à l'occasion de la présidence française de l'Union européenne. Donc c'est ce qui est prévu. Il y aura une annonce officielle qui sera faite en février à l'occasion d'un événement. Et nous allons en parallèle expérimenter ce label sur d'autres pays européens ainsi que d'autres pays à l'international. Donc il y a déjà des marques d'intérêt, notamment au Maroc, potentiellement en Tunisie et en Inde. Je passe au dernier pôle, innovation urbaine. Donc avec 2 grandes activités. La première, aider les villes à innover. Donc ce pôle qui est dirigé par Éric Parent et qui voilà, vous présentera un exemple tout à l'heure avec notre partenariat avec une collectivité de La Réunion. Aider les collectivités à innover, aider les collectivités à avoir la meilleure stratégie possible, mais aussi de façon très opérationnelle, à expérimenter en conditions réelles des solutions innovantes, à les évaluer et à comprendre à quelles conditions elles peuvent être déployées à grande échelle. Pour faire ça, toujours dans notre démarche de recherche-action, nous avons 2 partenariats très importants, très emblématiques depuis 2-3 ans, avec Paris La Défense et avec Euroméditerranée, et nous sommes très heureux d'initier un partenariat avec la collectivité territoire de la côte ouest de La Réunion, donc qui sera le premier témoin, juste après la fin de mon introduction. Et donc, avec ces 3 territoires emblématiques, nous avons mis au point une approche qui permet vraiment d'aider les collectivités ou les acteurs territoriaux qui innovent, de le faire de façon beaucoup plus efficace. Vous avez bien compris tout à l'heure quelle est l'impérieuse nécessité de développer des solutions innovantes pour atteindre les objectifs que nous sommes fixés en matière de stratégie bas carbone. Et donc, nous avons une grande ambition, à partir de l'année prochaine, de continuer à développer un certain nombre de partenariats avec des territoires d'expérimentation, mais aussi de déployer, de mettre en réseau ces territoires en France et potentiellement en Europe pour avoir un effet de levier et de déploiement encore plus important. Dernière activité, toujours dans ce pôle innovation urbaine, c'est l'activité qui fait que nous avons le plaisir d'accueillir le SGPI cet après-midi. C'est une activité à une échelle encore plus importante, à l'échelle des programme d'innovation urbaine. Parce qu'il faut à la fois travailler sur l'efficacité des dispositifs locaux d'innovation, mais la plupart des pays, la plupart des régions ont des programmes d'innovation urbaine pour lesquels il y a aussi matière à améliorer voilà, le fonctionnement de ces dispositifs pour les rendre les plus efficaces possibles en termes d'impact et également en termes de réplicabilité. Puisque la plupart du temps, ces innovations urbaines sont là pour tester à petite échelle quelque chose qui sera évalué, amélioré et déployé à grande échelle. C'est en fait l'intérêt principal. Et donc nous avons là aussi des résultats extrêmement probants après voilà, ces dernières années, puisque nous sommes devenus vraiment l'acteur numéro 1 en France, et je remercie Lionel et son équipe pour avoir fait ce travail en quelques années, l'acteur de référence pour l'évaluation des
plus grands programmes nationaux d'innovation urbaine que vous connaissez. D'abord, donc les deux sont financés par le PIA et portés par la Banque des Territoires. Le premier, c'est le programme Écocité Ville de demain. Le deuxième, c'est le programme Territoire d'innovation. Donc nous aidons au niveau national ces programmes, mais également, de plus en plus, nous participons aussi à accompagner donc certains territoires spécifiques au sein de ces programmes, comme nous le faisons pour Territoire d'innovation avec la région Île-de-France et avec Dunkerque. Et au-delà des programmes nationaux français, ce savoir-faire est reconnu à l'international, puisque nous avons déjà depuis un an accompagné l'équivalent, et vous imaginez à une autre échelle encore, en Inde, donc une partie du programme Smart City India, la partie qui est financée par la France via l'AFD, c'est Efficacity, qui a accompagné la mise en place de son dispositif d'évaluation. Et la deuxième tranche de ce programme, qui démarre l'année prochaine, va également être accompagnée par Efficacity, puisqu'ils sont très satisfaits de notre accompagnement. Donc voilà ce que je voulais dire de façon très, très résumée sur ces différentes activités. Donc vous voyez tout le chemin parcouru et l'ambition qui est la nôtre à partir de l'année prochaine. Et si je devais résumer cette ambition en quelques mots, je dirais que vraiment, compte tenu de l'urgence climatique que j'ai rappelé au début, le temps est venu de déployer à grande échelle. C'est notre vocation. Nous faisons de la R&D à finalité opérationnelle. Nous avons jusqu'à maintenant surtout fait de la R&D. Nous continuerons à long terme à faire de la R&D. C'est notre socle. Mais nous allons de plus en plus accompagner des projets opérationnels et déployer à grande échelle les réussites que nous validerons à petite échelle au travers de grands projets démonstrateurs. Et le PIA nous y insiste, le PIA 4, puisqu'il y a énormément d'appels à projets dans différents domaines. Donc là, j'en ai cité quelques-uns sur lesquels nous sommes impliqués. Sur l'hydrogène, nous accompagnons un grand projet très ambitieux, très innovant et de taille significative sur la mobilité hydrogène à Cannes. Nous sommes impliqués dans plusieurs démonstrateurs, une demi-douzaine de projets de grande ampleur au niveau des démonstrateurs villes durables. Nous allons être impliqués dans un appel à projet territoire intelligent et durable, également sur les systèmes énergétiques, sans doute sur la mobilité décarbonée. Donc il y a vraiment matière, et le SGPI nous y pousse, bien entendu, à déployer notre savoir-faire sur un grand nombre de projets démonstrateurs qui vont permettre, encore une fois, de déployer des nouvelles pratiques à grande échelle. Nous n'allons pas faire que cela, puisque nous allons continuer plutôt, également à nous déployer à l'international, essentiellement en appui de nos membres ou en direct, comme nous le faisons avec l'Inde. Nous allons en France, à partir de l'année prochaine, diffuser à grande échelle nos outils, puisque notre précédent conseil d'administration a validé le fait, comme ça a toujours été convenu, que nous commencions à diffuser les outils à grande échelle, et ça va démarrer à partir du début de l'année prochaine. Donc il y a tout un ensemble d'actions, de formation, de diffusion pour changer ces pratiques à grande échelle. Et je terminerai par une action fondamentale pour laquelle vous avez tous un rôle à jouer, qui est la communication. Pourquoi ? Parce que en bon ingénieur, et peut-être je pourrais dire en bon ingénieur français, nous aimons faire les choses bien. Nous aimons travailler, nous aimons faire les choses de façon rigoureuse, mais ça ne suffit pas. Notre ambition étant d'avoir un impact sur le terrain à grande échelle, de changer les pratiques auprès des acteurs de terrain à grande échelle, il faut aussi faire savoir ce qu'apportent nos innovations, nos nouvelles solutions, méthodes, outils d'aide à la décision, etc. C'est pourquoi, depuis quelques mois, et je pense que vous l'avez déjà ressenti, mais ça va continuer à monter en puissance, nous lançons des actions de communication, d'information, de vulgarisation, de sensibilisation à grande échelle. Je vais juste vous donner quelques exemples et ça sera la fin de mon propos. Donc d'abord, nous avons complètement remis à jour notre site internet avec des vidéos pédagogiques. Vous en avez vu quelques-unes au début de cette conférence, avec des pages vraiment qui détaillent ce que nous faisons pôle par pôle. Nous avons également, pour nous mettre au goût du jour, nous nous sommes lancés dans un cycle de podcasts. Donc je fais juste un peu de teasing, parce que je ne vous dévoile pas tout ce que vous pourrez trouver dans ces podcasts. Mais donc on va découvrir au travers de balades ce que nous faisons de manière plus approfondie sur un certain nombre de thématiques, comme les expérimentations, l'accompagnement de quartiers bas carbone, nos différents outils d'aide à la décision. Et donc voilà, le premier sera en décembre. Je crois que c'est Éric Parent qui va initier ce cycle. Et puis, nous sommes de plus en plus présents
sur l'espace médiatique, à la fois dans des revues, dans des salons nationaux ou régionaux, dans des émissions radio. Donc voilà, vous voyez un certain nombre de photos. Donc vous voyez Morgane qui revient souvent, mais il n'y a pas qu'elle. Et donc c'est très important. Alors je finis là-dessus en disant quoi? L'activité d'Efficacity, elle est à un stade, comme je l'ai dit au début, de maturité qui permet le déploiement de nos résultats dans des projets opérationnels pour vraiment changer la donne sur le terrain et accélérer la transition énergétique. Ça se fera grâce à vous, donc déjà vraiment un très grand merci aux équipes pour tout le travail difficile que vous faites. Ça se fera en continuant ce travail de façon rigoureuse, en lien étroit avec les acteurs de terrain, donc nos démarches de recherche-action. Et ça se fera aussi en communiquant, en faisant savoir. Et donc, je souhaite vraiment que vous puissiez être les ambassadeurs de ces nouvelles pratiques que nous voulons généraliser. Et je pense que vous serez de très bons ambassadeurs parce que je pense que vous avez mesuré dans ce rapide tour d'horizon que j'ai fait combien il est passionnant d'être impliqué au sein d'Efficacity sur cet enjeu de la transition énergétique avec tout ce que nous faisons en France, qui est notre laboratoire, et ce que nous allons commencer à faire à l'international.